Alors que tous les regards sont braqués sur la guerre en Ukraine, une question ce soir, une autre guerre, la guerre de l'Indo-Pacifique aura-t-elle lieu? Des bombardiers chinois et russes ont volé ensemble tout près du Japon en pleine réunion à Tokyo des pays du Quad. Le Quad, c'est une organisation qui regroupe 4 États, États-Unis, Australie, Inde et Japon. Décryptage avec Marc Julienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, où vous êtes responsable des activités Chine. Avant de vous donner la parole, retour donc sur ce survol russo-chinois tout près du Japon. Ça a provoqué la colère de Tokyo. Récit signé Guillaume Villadier. Mardi matin, 2 bombardiers décollent d'une base aérienne quelque part en Russie et font cap vers l'est. Quelques minutes plus tard, les voici survolant la mer du Japon en compagnie de 2 autres avions de guerre chinois. Le 24 mai, les forces aériennes chinoises et russes ont effectué une patrouille stratégique aérienne conjointe de routine. Il s'agit de la 4e patrouille stratégique menée conjointement par les forces aériennes des 2 pays depuis 2019. Cette action n'est pas dirigée contre une tierce partie. Elle n'a rien à voir avec la situation internationale et régionale actuelle. Les bombardiers ont bien pris soin de ne pas entrer dans l'espace aérien du Japon. Mais à Tokyo, en plein sommet du Quad entre Washington et ses alliés régionaux, personne ne croit à une coïncidence. Pour le ministre japonais de la Défense, c'est une nouvelle provocation. Qu'un tel exercice conjoint, dit-il, ait lieu entre Pékin et Moscou en pleine invasion de l'Ukraine ne peut être perçu que comme une démonstration de force. À Washington aussi, on prend l'avertissement au sérieux. Cet exercice a probablement été planifié bien à l'avance par les 2 pays et la décision de Pékin de coopérer ainsi avec Moscou, alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine et que le Kremlin tient une rhétorique nucléaire dangereuse, démontre que le partenariat sans limite dont ils ont parlé dans leur communiqué commun est bien vivant. Si les Japonais déchiffrent aussi bien le message qu'auraient voulu leur envoyer Moscou et Pékin, c'est qu'eux-mêmes maîtrisent très bien ce qu'on pourrait appeler en diplomatie le langage des avions. Le Japon a des différends frontaliers avec ses 4 voisins, Chine, Russie, Corée du Sud, Corée du Nord, et fait régulièrement voler ses avions de chasse pour signifier qu'il entend bien défendre son espace aérien. Alors Marc Julien, ce langage des avions vous a-t-il surpris, cet exercice russo-chinois? Alors comme ça a été rappelé, donc c'est pas le premier. Et puis l'armée russe et l'armée chinoise font régulièrement des exercices militaires, que ce soit navals, terrestres et d'ailleurs un peu partout dans le monde. Ce qui est particulièrement symbolique, c'est que cet exercice intervient 3 mois après le début de la guerre en Ukraine. Donc c'est le premier exercice conjoint entre les 2 pays depuis le début de la guerre. Et c'est probablement une manière de montrer au reste du monde, particulièrement à l'Occident et aux États-Unis, que le partenariat sino-russe fonctionne, y compris et surtout même en Indo-Pacifique, au moment même où le président Biden vient dans la région pour réaffirmer cette stratégie Indo-Pacifique aux côtés de ses partenaires, voire de ses alliés, que vous avez rappelé, notamment les partenaires du Quad. C'est ça qui frappe, c'est la concomitance aussi, parce que ce survol, il a eu lieu au moment où il y a ce fameux Quad à Tokyo. Alors le Quad, ce n'est pas le fameux véhicule, qu'on ne s'y trompe pas. Quad, ça pourrait faire penser à Qatar, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le sigle des pays d'ailleurs. Ça veut dire dialogue quadrilatéral pour la sécurité. C'est quoi ce... Alors, c'est une organisation relativement ancienne, mais qui a vraiment été remise au goût du jour, qui a été dépoussiérée par Donald Trump en 2017. Donc, ça fait déjà plusieurs années que c'est une organisation qui est importante dans la région. Vous l'avez rappelé, c'est un dialogue de sécurité. Donc, le cœur de cette organisation, de ce pacte, est la sécurité. Et vous remarquerez que donc l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis sont des pays qui sont dans le giron, qui entoure la Chine. Et c'est, je crois, là l'objectif justement, c'est de renforcer ces alliances. En relations internationales, on parle de mini-latéralisme, contrairement au multilatéralisme. Ce sont des mini-alliances à la carte, puisqu'il y a celle-ci, mais on pourrait aussi parler de celle AUKUS, qui a été annoncée en septembre dernier entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Avec l'affaire notamment des sous-marins. Avec l'affaire des sous-marins, exactement. La France et le continent. Et donc l'objectif, c'est donc de resserrer ces partenariats, voire ces alliances dans la région Indo-Pacifique pour faire front, une sorte de front uni contre la Chine. Alors à Tokyo, ce Quad a mis en garde la Chine contre toute velléité d'envahir Taïwan. Alors que feraient les États-Unis justement si la Chine venait à envahir Taïwan? Pas si clair que ça. Jugez par vous-même. On écoute Joe Biden. Êtes-vous prêt à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan si cela arrive? Oui. Vous allez le faire? C'est un engagement que nous avons pris.
Monsieur le Président, la politique d'ambiguïté stratégique concernant Taïwan a-t-elle disparu? Non. Vous pouvez développer? Non. Enverriez-vous des troupes à Taïwan si la Chine l'envahissait? La politique n'a pas changé du tout. Je l'ai dit quand j'ai fait ma déclaration hier. Pourquoi ce rétropédalage? Alors, c'est pas le premier. En plus, Joe Biden est connu pour ses gaffes. Il en a fait plusieurs. Il est difficile de comprendre d'ailleurs est-ce que c'était prévu, calculé. Ouais. Probablement pas, visiblement, puisque la Maison-Blanche puis lui-même a fait ce rétropédalage. C'est vrai que c'était pas une immense surprise, puisqu'on sait que les États-Unis, on le voit depuis Donald Trump, depuis au moins 2017, que les États-Unis raffirment leur soutien à Taïwan, que ce soit dans le domaine politique, économique et même militaire, avec des ventes d'armes régulières. Mais en revanche, la politique, la doctrine politique qui tient depuis 1979, depuis que les États-Unis ont cessé de reconnaître Taïwan comme la Chine, mais plutôt Pékin, la République populaire de Chine, la Chine communiste, il s'était engagé à cette ambiguïté stratégique que l'on a citée. Et cette ambiguïté stratégique, c'était justement de ne pas se prononcer. Elle est entretenue. Et de surtout ne pas se prononcer, ni de dire que les États-Unis interviendraient pour défendre Taïwan, ni de dire qu'ils n'interviendraient pas pour créer ce flou. Ouais. Et puis, mais vous ne serez sans doute pas ambigu. Dites-nous si vous, le chercheur, vous pensez qu'en cas d'invasion de Taïwan, les États-Unis engageraient leur armée dans cette région du monde? Alors, brutalement, oui, c'est ce que je pense. Il y aurait un grand nombre d'arguments que je n'ai peut-être pas le temps d'exposer ici. Mais ce serait la Troisième Guerre mondiale, là, pour le coup. En tout cas, il protégerait Taïwan s'il y a une offensive chinoise. C'est-à-dire que ce n'est pas les États-Unis qui déclareraient l'indépendance de Taïwan. Mais s'il y a une offensive militaire chinoise, les États-Unis auraient beaucoup de raisons de venir en soutien aux forces taïwanaises. Comme l'Ukraine le fait aujourd'hui, les États-Unis. Alors non, justement, c'est là la grande différence entre les deux théâtres, puisque avant même la guerre en Ukraine, Joe Biden, comme le secrétaire général de l'OTAN, ont dit très explicitement, très clairement, nous n'interviendrons pas militairement, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, etc. Donc c'est peut-être d'ailleurs ce qui a donné certaines idées à Vladimir Poutine, puisqu'il avait les mains libres, en quelque sorte, pour envahir l'Ukraine. Alors que, comme je le disais, depuis 1979, les États-Unis n'ont jamais dit qu'ils n'interviendraient pas. Donc l'option militaire reste sur la table. La grande surprise, lors de cette conférence de presse au Japon, c'est que Joe Biden a répondu laconiquement « oui, nous interviendrons militairement ». Donc maintenant, la situation est pas si claire et ils disent que la politique qui tient depuis 1979 est toujours valable aujourd'hui. Ouais. Mais honnêtement, ça devient difficile à croire. Et même si c'est une gaffe, le message est passé. Et pourquoi ils interviendraient là, maintenant ? Là maintenant, alors, encore une fois, s'il y a une intervention chinoise, une offensive chinoise, alors pour beaucoup de raisons, puisque les Américains ont des alliés, ont des traités d'alliance mutuelle avec des pays de la région, avec la Corée du Sud, avec le Japon, ils en ont aussi un avec les Philippines. Ouais. Ne pas soutenir Taïwan, ce serait envoyer un signal extrêmement négatif à ses partenaires et à ses alliés dans la région. C'est aussi que Taïwan a une position très importante géographiquement, puisque la Chine fait face à ce qu'on appelle la première chaîne d'îles, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'accès facile, et on le voit aussi justement sur cette carte-là, elle n'a pas d'accès facile à l'océan Pacifique et que Taïwan, si elle pouvait récupérer, unifier Taïwan, ce serait justement cette porte, faire sauter le verrou vers l'océan Pacifique. Alors, et puis, le dernier argument, c'est que le Taïwan est une grande puissance technologique, le meilleur producteur de semi-conducteurs qui aujourd'hui sont vraiment la brique technologique la plus fondamentale pour toutes les technologies d'aujourd'hui et de demain. Alors, ce qu'on veut comprendre aussi avec vous, c'est pourquoi la Chine s'impose encore plus sur le plan militaire dans la région. Je veux parler avec vous de cet accord récent, accord sécuritaire signé avec les îles Salomon. Alors là, on va essayer de la situer sur la carte. C'est bien entendu un archipel. Pourquoi ce contrat qui a provoqué la fureur des États-Unis? Alors pour le moment... Et d'ailleurs qui a provoqué des troubles aux îles Salomon. C'est ça, oui, exactement, parce qu'il y a une certaine opposition au Premier ministre qui a négocié et conclu cet accord. Cet accord, on n'en a pour le moment qu'une version, on ne sait pas si c'est la définitive, et justement le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, va se rendre lundi, le 30 mai, aux îles Salomon. Il débute une tournée de 8 États dans le Pacifique Sud. Le Pacifique Vanuatu, Tonga, Kiribati, Samoa, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor-Lest et Fidji. Voilà, donc c'est extrêmement important, c'est une visite, c'est une opération diplomatique extrêmement importante. Et effectivement, il y a eu ce partenariat, cet accord, protocole d'accord de sécurité. Alors, les deux éléments les plus importants, c'est que grâce à cet accord, la Chine, les bâtiments militaires chinois pourront accoster dans les ports des îles Salomon pour se ravitailler, par exemple, pour faire escale. L'autre élément important, c'est que les îles Salomon, les autorités pourraient faire appel aux Chinois pour envoyer des forces de l'ordre
sécurité publique en cas de troubles. Et quand on sait qu'il y a eu des troubles, des révoltes en mois de novembre aux îles Salomon contre le gouvernement actuel, on peut s'inquiéter à juste titre. Alors on parle beaucoup de la bataille militaire, il y a aussi la bataille économique. Réponse du tac au tac. Face à Pékin, les pays du Quad dont on parlait promettent des investissements massifs en Asie-Pacifique. Réponse donc aujourd'hui, la Chine propose ce soir un accord régional de libre-échange et de sécurité dans le Pacifique Sud. Voilà pour cette info. J'aimerais terminer avec vous sur la Russie. On l'a presque oublié, on avait commencé avec ce survol. La Russie aussi, elle a un contentieux avec le Japon et notamment sur les îles Kouril. Oui, les territoires du Nord. Alors, c'est un contentieux territorial qui date depuis très longtemps sur cet archipel et donc qui n'est pas résolu. Et avec la montée des tensions, notamment le Japon est l'un des pays... Territoire conquis sous l'Union soviétique, c'est ça C'est ça, et disputé depuis lors, et avec régulièrement des troupes et puis des capacités militaires qui sont déployées sur ces zones-là, côté japonais et côté russe. Et dans le contexte actuel où le Japon est l'une des puissances asiatiques les plus fermement en soutien des États-Unis, en soutien de l'Ukraine dans la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Donc c'est là où en fait on n'est pas dans une guerre mondiale, mais en tout cas on est dans une sorte de jeu international où les différents théâtres de crise se répondent. Et dernière question, vous pouvez répondre États-Unis ou Chine, qui est en train de gagner la bataille du leadership, pour utiliser un anglicisme, dans cette région ? C'est difficile à dire parce que la compétition est en cours, mais les États-Unis ont quand même une longueur d'avance très significative. Merci beaucoup Marc Julien d'être venu sur notre plateau pour cet éclairage. Merci.